Bien, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse, en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 avril. Nous avons plusieurs annonces à vous faire aujourd'hui et donc, sans perdre de temps, je passe la parole directement à Myriam. Yes, good morning. Today, the European Commission has adopted a package of 2 measures regarding halloumi Helim. First, the Commission registered this important Cypriot heritage as a protected destination of origin, or PDO, protecting the valuable name against imitation and misuse across the EU. Secondly, the Commission has adopted a measure allowing the PDO product to cross the island's green line, provided that the cheese and milk from which it is made meets all EU animal and public health standards, to facilitate the producers in the Turkish Cypriot community draw full benefits from the protection. The registration of halloumi Helm as a PDO is a highly symbolic step to bring the two communities closer, working together to build confidence. The PDO regulation will enter into force on the 1st October 2021. For further details, you can check our press release published today. Merci beaucoup Myriam. Nous continuons maintenant avec Sonia pour une annonce sur l'Alliance européenne pour un hydrogène propre. Good afternoon. The Commission has launched an invitation to all members of the European Clean Hydrogen Alliance to submit projects for renewable and low-carbon hydrogen technologies and solutions. This step is essential for building a pipeline of viable investment projects along the hydrogen value chain. It will help to deliver the objectives set out in the hydrogen strategy, namely to scale up the deployment of clean hydrogen. The creation of such investment projects should also help Europe to achieve the green transition, create a clean hydrogen market contributing to growth and jobs, and also reduce greenhouse gas emissions. The deadline for submitting the projects is 7th of May. The next meeting of the Hydrogen Forum, which will take place on the 17th and 18th of June, will assess those projects and provide opportunities for matchmaking. For further details, please consult our daily news. Thank you. Merci beaucoup Sonia. Et finalement, je passe la parole à Adalbert pour une annonce à propos de la lutte contre le crime organisé. La Commission se félicite de la présentation ce matin par Europol de son évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l'Union européenne. Europol présente le rapport nommé SOCTA tous les 4 ans pour aider les forces de l'ordre européennes à identifier des priorités communes. Cette année, le rapport prête une attention particulière aux cyberattaques, aux crimes contre les personnes, à la fraude, à la criminalité organisée contre les biens, ainsi qu'à la criminalité environnementale. Il aborde également l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le paysage criminel de l'UE et l'évolution des méthodes employées par les réseaux criminels pour tirer parti de la situation. La commissaire chargée des Affaires intérieures, Ylva Johansson, a prononcé un discours inaugural ce matin lors de l'événement de lancement du rapport. La grande criminalité organisée représente une menace importante et persistante pour la sécurité des Européens et nous présenterons cette semaine une nouvelle stratégie de l'UE pour lutter contre la criminalité organisée qui définira les outils et les mesures à prendre au cours des 5 prochaines années pour démanteler les modèles économiques et les structures des organisations criminelles par-delà les frontières, y compris sur Internet. De plus amples informations sont disponibles dans notre Daily News ainsi que sur le site d'Europol. Merci beaucoup Adalbert. Ceci conclut nos annonces pour aujourd'hui et donc nous passons aux questions-réponses et je passe la parole à Christian. Oui, bonjour. Tu m'entends? Bien sûr. Vas-y, Christian, je ne te vois pas par contre. Ah si, voilà. Je crois que je m'y suis mis, là, voilà. Bon, écoute, j'avais plein d'autres questions, mais malheureusement, comme la bataille entre les deux institutions se règle par la Gazette de Bruxelles, j'ai plusieurs questions sur ce qu'on a appelé le Sofagate. Ma première, c'est Madame van der Leyen et Charles Michel vont se rencontrer aujourd'hui, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me dire à quelle heure a lieu cette rencontre?
Pourquoi avoir attendu une semaine pour se parler sur cet incident? C'est quand même très long. Est-ce que tu peux me confirmer effectivement l'envoi par les services de Mme von der Leyen d'une espèce de conditionnalité pour régler l'incident en 5 points, dont un des points serait une révision de l'article 15. Est-ce qu'on peut discuter d'une réforme institutionnelle entre quatre yeux au cours d'une réunion hebdomadaire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit remonter beaucoup plus haut? Et ma dernière question, je voudrais comprendre comment l'Union européenne va pouvoir fonctionner maintenant que l'inimitié entre les deux présidents des deux institutions est sur la place publique et que ça va durer, et je pense assez longtemps. Merci à toi. Merci beaucoup, Christian, et j'espère que nous aurons l'occasion d'arriver à tes questions sur d'autres sujets par la suite. Effectivement, alors l'heure de la rencontre est 17h. C'est la rencontre hebdomadaire habituelle entre le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Pourquoi ne se sont-ils pas parlé? Écoute, c'est très simple. La présidente d'abord est allée en Jordanie, puis elle était pour la première fois depuis Noël chez elle pour prendre quelques jours de repos bien mérité et reprendre contact avec sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis la fin de l'année dernière. Et donc tu comprendras bien que dans ce contexte, évidemment, elle a privilégié un petit peu ses relations familiales, mais elle a aussi travaillé sur quelques dossiers, bien entendu, des dossiers de fond. En ce qui concerne la transmission d'une note de la part de la Commission ou de Björn Seibert à son homologue du Conseil européen, je peux le confirmer, bien entendu, mais il n'y est évidemment nullement question d'une révision quelconque du traité. Il s'agit simplement de mettre en musique les principes que j'ai eu l'occasion d'évoquer ici tout au long de la semaine dernière. Et je peux t'assurer que la coopération entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen continuera bien entendu comme il se doit au bénéfice et dans l'intérêt de l'Union européenne et de ses citoyens. Alors, y a-t-il d'autres questions pour nous sur ce sujet aujourd'hui? Please only keep your hand raised for the moment if your question is related to this issue. So I see a couple of hands raised. Tamar. About question related to foreign affairs issues. Can I ask you a little bit later? Please, later. We are trying to finish with the issue of the meeting between the two presidents. Ketevan. Hello, I have a question about Georgia, so sorry. Not about meeting between presidents. All right, you will get an opportunity later. Please raise your hand when we have finished with this issue. We will go straight to foreign affairs. Jean. Tu as la parole. Bonjour d'abord, excuse-moi. Je rebondis tout de suite sur la question de Christian. Le mail qui a été envoyé par Seibert, donc à son homologue au Conseil européen, et qui a été en partie révélé par la Gazette officielle, effectivement, Politico, va beaucoup plus loin que ça, puisqu'il s'agit de remettre en cause l'ordre protocolaire. Alors votre interprétation, c'est que les deux présidents sont sur le même plan, ce que ne dit pas l'article 15 et l'article 17 du traité, de même qu'une décision du Conseil européen du 17 octobre 2012 concernant la représentation lors des sommets entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc, est-ce que c'est au chef de cabinet de la présidente de dire, ben voilà, comment on va interpréter désormais les traités, et ensuite, est-ce que c'est aux deux institutions de réinterpréter, donc le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, d'interpréter les traités. Voilà. Merci pour ta question, Jean. La semaine dernière, j'ai indiqué, lorsque l'on a posé des questions sur ce sujet,
que la présidente avait demandé à ses services de prendre les contacts appropriés avec leurs homologues qui avaient donc été impliqués dans le déroulement des événements à Ankara, et donc évidemment aussi avec les services du président du Conseil européen, pour trouver un modus vivendi, pour s'assurer qu'à l'avenir, nous n'ayons pas à faire face à ce genre de situation qui nous a malheureusement largement occupés la semaine dernière. Et donc, c'est à ce titre que Björn Seibert a envoyé un email qui, je te rassure, reprend en tout point notre analyse de la situation. Je sais que tu ne partages pas notre avis sur ce point, et c'est tout à fait ton droit, mais tout simplement, il se base sur notre interprétation des règles telles qu'elles sont en vigueur, et souhaite simplement que l'on trouve un modus vivendi entre les deux institutions pour obtenir un fonctionnement et une préparation harmonieuse des futures visites des deux présidents. Voilà. Jean, tu as une question de suivi? Oui, merci de me redonner la parole. J'insiste sur ce point. Trouver un modus vivendi, lorsque c'est le cabinet de la présidente et donc Seibert qui propose ce modus vivendi, moi ce que j'entends, c'est prendre le pas sur le Conseil européen. C'est pas tout à fait la même chose, puisque vous revendiquez donc désormais officiellement d'être placé sur le même plan lors des discussions portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, article 15 et article 17 du traité sur l'Union européenne, que le président du Conseil européen. Donc le sentiment que ça donne, alors peut-être qu'on est tous totalement stupides, ce qui n'est pas totalement impossible, hein, parce que nous ne sommes que journalistes, nous ne sommes pas fonctionnaires européens. Le sentiment que ça donne, c'est une volonté de changer les traités, et pas seulement les traités, mais aussi le droit dérivé, puisqu'il y a un accord interinstitutionnel et une décision du Conseil européen sur les ordres de préséance, en quelque sorte. Donc c'est plutôt à vous d'essayer je dirais, de ne pas donner cette impression de vouloir changer l'interprétation des traités et du droit dérivé. Merci. Je m'étonne que tu interprètes le contenu d'un email dont je n'ai pas révélé le contenu ici. Peut-être que tu as le texte. Dans ce cas-là, nous pourrons en rediscuter. Mais pour l'instant, je te répète tout simplement qu'il s'agit pour les institutions, pour la présidente de la Commission européenne, d'essayer de trouver un modus vivendi avec son homologue, le président du Conseil européen, pour s'assurer que l'organisation pratique des missions se déroule correctement. Nous ne revendiquons rien, elle ne revendique rien de plus que ce qui est dans les traités, et je te rassure qu'il ne s'agit absolument pas pour la présidente de la Commission européenne de vouloir parler à la place du président du Conseil européen sur les questions de politique extérieure et de sécurité commune. Je suis ravi que tu me donnes l'opportunité de clarifier ce point. Je vois sur mon écran s'il est correct que tu redemandes la parole. Jean, je te donne un dernier follow-up sur ce sujet. Vas-y. Dernier follow-up, oui, bon, très bien. De toute façon, c'est la force de ces conférences de presse à distance. On n'est plus vraiment maître, effectivement, nous-mêmes des conférences de presse. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que par hasard, tu as lu le mail qui a été envoyé par Seibert, ou est-ce que c'est juste un résumé qu'on t'en a fait? Écoute, je ne vais pas commencer à te dire ce que je lis et ce que je ne lis pas, Jean. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Griselda. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Madame la Présidente veut élargir le débat et faire participer au Parlement européen sur les questions de protocole qu'elle aimerait rassurer ou garantir ou changer, disons, dans les relations avec les conseils? Est-ce que ça sera sur ça, sa participation demain à la conférence de présidents? Merci beaucoup. Écoute, la présidente de la Commission européenne n'a pas la volonté de faire participer
qui que ce soit ou de ne pas faire participer qui que ce soit à un débat. Si le Parlement européen invite la présidente de la Commission à un débat sur ces questions, elle, bien entendu, elle s'y rendra comme elle le fait toujours. Christian. Ah, pardon, Griselda, tu as une question de suivi. Excuse-moi, je n'avais pas tout de suite vu ta main. Est-ce que tu peux confirmer s'il ira demain à la conférence de présidents pour parler de ça? Merci. Bon, pour parler du Sofagate, excuse-moi, je ne sais pas si c'est justement de question de protocole qui était ma question précédente ou de l'incident en général, mais est-ce qu'elle ira à la conférence de présidents? Merci. Griselda, l'usage veut que c'est à l'institution qui lance une invitation de l'annoncer publiquement. Je n'ai pas de confirmation, je n'ai pas vu de confirmation officielle de la part du Parlement européen d'une invitation lancée à la présidente pour demain. Donc nous verrons bien à partir du moment où l'invitation aura été lancée officiellement, sauf si tu me dis que j'ai raté quelque chose. Mais quelques minutes avant midi, je n'avais pas conscience d'une annonce officielle de la part du Parlement européen sur une invitation de ce genre pour la conférence des présidents de demain. David. Oui, merci Eric et bonjour. Au point de vue de l'image que vous transmettez avec cette demande de trouver un modus vivendi entre deux présidents, est-ce que vous pensez que le message, c'est un bon message pour les citoyens européens? Écoute, nous avons vu les effets du débat qui a eu lieu tout au long de la semaine dernière sur les événements qui se sont déroulés à Ankara. Et donc, il paraît important de pouvoir clarifier une bonne fois pour toutes l'organisation de ces missions. Je ne dirais absolument pas que c'est un sujet qui mérite que nous nous y attardions ici aussi longtemps, mais je réponds avec plaisir à vos questions. Je crois que tu as raison de dire que c'est... Enfin, tu ne sais pas exactement ce que tu dis, mais permets-moi d'interpréter cela de la manière suivante. Je pense que c'est un sujet qui nous fascine ici à Bruxelles, peut-être une déformation professionnelle de part et d'autre de ce podium. Mais effectivement, je pense que pour les citoyens européens, ce qui est beaucoup plus important, c'est la teneur du message que les présidents des deux institutions ont porté au président Erdogan lorsqu'ils y étaient la semaine dernière et qui a été porté, je crois, avec succès et qu'ils ont eu l'occasion de vous expliquer, les médias, lors de la conférence de presse qui s'est tenue après la rencontre. Alors, je vois que Philippe Régnier a une question. Interaction ne fonctionne pas pour lui aujourd'hui. Peut-on s'attendre à une communication à l'issue du tête-à-tête du jour? Merci. Très sincèrement, nous ne communiquons jamais sur les rencontres hebdomadaires entre les présidents des deux institutions. Donc, je n'ai pas de plan agréé sur une communication éventuelle suite à cette réunion. Voilà qui clôt ce chapitre et nous pouvons maintenant retourner aux questions de relations étrangères. Et donc, je passe la parole à Ketevan. Is it okay? It is absolutely okay, Ketevan. Go ahead. Thank you very much. My question is again about Georgia, as there is no deal between political parties. Everyone is waiting what President Michel and High Rep will decide and how the mission of Danielson will continue. So can you update us? Thank you very much. Thank you very much. A question for Peter. Thank you and good afternoon. Well, the update actually contains the repetition of the main messages which have been sent to Georgia repeatedly over the last few days and weeks. Apparently, the mission of the mediation effort by Mr. Danielson until now was not successful because there was no political will, neither on the side of governing parties, the ruling parties and opposition parties to agree on the compromise proposal which he put forward. So now
the EU leadership, primarily the President of the Council and the High Representative Borrell, are currently reflecting on the next steps. This reflection is still ongoing, so there is nothing specific on the results or dates I could inform you about, but the reflection is ongoing, and the message of the EU stays the same. The compromise solution to the crisis in Georgia can be found if the leaders of Georgia's ruling and opposition parties demonstrate the necessary political courage, maturity, and readiness to compromise. Thank you very much. I pass the floor now to Tamar, who had been the first, I think, to ask a question on foreign relations. Just short follow-up to Peter. Peter, do you know if ministers will discuss the Georgian issue on 19th of March on informal video meeting? And also, do you know some information about possible involvement of some ministers in the mediation process? Because some media in Georgia, they make statements and they tell that some ministers can visit Georgia. Can you tell us about something about this, if you know? Thank you. Go ahead. Thank you, Tamar. Thank you. Well, we don't elaborate on various media speculations. Bottom line is there is currently internal reflection ongoing in the follow-up to the two efforts of Mr. Danielson to solve or to help to solve the crisis in Georgia, the political crisis in Georgia. And this is what I can confirm is going on between the President of the Council and the High Representative Borrell. When it comes to the agenda of the FAC, which indeed will take place via video conference, the agenda is still under discussion in the relevant bodies, but as always, we will publish the agenda very soon. Are there other questions on the Georgia file for the moment? Ella is vaccines. So please unraise your hand if your question is not on foreign relations. I really insist that we exactly have a bit of rigor on this. So I had Lukasz, is your question on Georgia? It does not seem to be the case. So I now move to Oliver, who had a question on another foreign relations issue. Oliver, you have the floor. Hi. Hello, hi. I don't see myself, but I we hope can you hear see me. you. Yes, that's good. Well, it depends on, but that's another question. It is no, good, my question Oliver. It is on, good. Go ahead. What a week. My question is on Montenegro and the story that's been going on for a week now, I think, and was also picked up by the Financial Times, that the new government in Montenegro is apparently asking the European Union to pick up the tab for an ill-fated highway project financed by the Chinese, which apparently turned out to be the most expensive highway in the world. Montenegro can't pay this and is on the hook for about €1 billion. I read the reaction of a Commission spokesperson, an unnamed one, in the article, but I'd still be interested in your view. How come Montenegro picks up such a huge debt, is now asking for the European Union, and puts the European Union in a very tight spot politically and also financially? Can you give us your general thinking about this problem, which might occur also in Bosnia, in Macedonia, and some other places where the Chinese have been financing huge gargantuan infrastructure projects? Thank you. Thank you, Oliver. I don't know whether Peter is in a position to answer this question, perhaps on behalf of Anna, who is on holiday this week, but Peter, go ahead. Yes, thank you, Oliver. Well, I mean, the bulk of your question should be addressed really to the Montenegrin authorities, because we will not be trying to explain their motivations and justify their actions. Overall, I mean, let me recall one important thing, that the EU is already now the largest provider of financial assistance to Montenegro, the largest investor and the largest trade partner. And the same goes for many of the partners in the Western Balkans. We work very closely with them when it comes to development of economic issue, of infrastructure, for example, to boost the economic development, speed up the process of the EU integration and the necessary reforms.
and also to ensure the post-coronavirus recovery. And you are aware that we have the economic and investment plan for the Western Balkans, which is mobilizing up to 9 billion of euros of funding for investment flagships in the areas of transport, energy, green and digital transition, etc., sustainable development and jobs. Now, when it comes to the actions by the partner countries in taking loans or entering economic relations with other partners, I mean, every country is free to establish their own investment objectives. When we are talking now specifically about Montenegro and China, the EU has concerns over the socio-economic and financial effects of some of China's investment that some of China's investments can have in the country, because there is the risk of macroeconomic imbalances and debt dependency. But again, the motivation for undertaking such steps, taking such loans, needs to be checked with the Montenegrin authorities. I can only repeat that we are largest provider of financial assistance, trade partner. We do a lot with Montenegro and other partners in the Western Balkans in order to help them on their way to align with EU standards, with the reforms and all the other things, and we continue to stand by them, but we are not repaying the loans they are taking from third parties. I think that last sentence in particular was very, very clear. Oliver, you have a follow-up. Yes. Hi. Yeah, thank you. That was very helpful already. Yeah, Peter, you said the European Commission has concerns about some of China's investment actions in that country, Montenegro. Does that extend to other countries as well? For example, to the member country Croatia, where the bridge to the peninsula of Pelješac has been awarded. That contract has been awarded to a public Chinese company. And it's being paid out of the EU budget. And some people argue that maybe this wasn't a particularly wise idea as well. In retrospect, was this contract a good idea? And can you give us an update of where these works are? Because I think the contract was awarded 1 or 2 years ago, so there should already be some progress on the construction. Thank you. Peter. Well, since Croatia is a member state, it's not really for me to comment on the aspects of what the member state is doing in terms of investment and development of the infrastructure. And since Croatia is no longer in the enlargement nor in the foreign relations portfolio, I really cannot answer this question from my side. That's a very good point, Peter, despite the fact that the investment may have come from China. So, Oliver, I think that on this we will have to come back. We will have to come back to you after we have looked into it. Okay, let's continue on foreign affairs. Alain. Oui, non, bonjour. Pour moi, ce n'est pas des foreign affairs, ou plutôt c'est la question de la situation sanitaire au Brésil. Donc, je ne sais pas si je te la pose maintenant ou après. Non, merci enfin, la situation sanitaire au Brésil, c'est une question affaires extérieures, mais pas au sens traditionnel du terme, tu me l'accorderas. Tout à fait. Donc, s'il te plaît, un peu de patience, nous reviendrons vers toi. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de retirer vos mains, parce que sinon, c'est très, très difficile pour moi de gérer la réunion de midi. So we continue on foreign affairs. Salam. Question is about the attacks on Natanz, the Iranian nuclear facility. I don't know if you have contacted the Iranian, and what do you think if this attack will make the talks after 2 days on Wednesday actually more difficult with the Iranian? And have you contacted the Israeli side, especially that Israel refused the talks in Vienna? So any comment about this situation? Thank you, Peter. Thank you, Salam. I mean, let's clarify one thing. I mean, it's not that Israel refused talks in Vienna in the framework of the JCPOA, because Israel is not party of the JCPOA. So that's one thing. What we are doing and coordinating right now in Vienna is the process related to Iranian nuclear program to JCPOA, and that takes place with participation of the parties of the JCPOA. Israel is not party, and with the US, of course. Now, on the question regarding what happened in Natanz, of course, we are following this very closely and with concern.
the reports regarding the incident which took place during the weekend at the nuclear facility in Natanz, which could have been an act of sabotage. This incident should be clarified thoroughly. There has no been official attribution, and there are several accusations of which we are aware, but it needs to be clarified thoroughly what happened and who is behind this. But I would like to stress that as these discussions about bringing the JCPOA back on track to its full implementation are ongoing currently in Vienna, any attempt to derail them, to undermine them, has to be fully rejected. And all questions related to Iranian nuclear program need to be resolved through diplomatic means, because there is no other alternative, no other sustainable alternative. Thank you. Let us stick to issues related to the nuclear deal with Iran. Christian. Salam, you have a follow-up, sorry. My question is if Israel repeated, because since last week, by example, there is another attack. There were another attack on an Iranian ship. So this attacks, if will be repeated several times, I think that it will put a pressure on Iran, and there might be a reaction on this, and it might be affect the negotiation or the talks in Vienna. Don't you think that? So will the EU put any pressure on Israel to stop these attacks, especially that Israel now start saying that, yes, it's us who did this, or there, at least on media, the Israeli media. So there is Israel admitting now what is happening, whether in Natanz or on the ship in the Red Sea. Thank you. Peter. Thank you, Salam. Again, as far as I know, there was no official attribution of who is behind the latest incident in Natanz. And the bottom line for us is that we are saying that we are rejecting any attempts to undermine or to derail the ongoing diplomatic activities to try to resolve all the open questions regarding Iranian nuclear deal. We try to resolve them through diplomatic means currently in Vienna, in the ongoing process of talks and negotiations of the parties of the JCPOA, and through our contacts with the United States. Everything that contributes to increasing tensions in the region, that is not conducive towards these negotiations, needs to be rejected, because in the end, if you don't have a diplomatic solution to this important issue, and the Iranian nuclear program is an important issue for the regional stability, for the international stability, then you have to follow the diplomatic means. Otherwise, you cannot bring about sustainable solutions, and everything else is just increasing the regional instability. Thank you, Peter. Nous continuons sur le même sujet. Christian. Oui, Peter, pourquoi est-ce que tu dis rejeter et pas condamner le sabotage, puisque visiblement il s'agit d'un sabotage? Ça va retarder le programme nucléaire. Est-ce que c'est simplement rejeté ou est-ce que c'est condamné? Et ensuite, j'aurais bien voulu rebondir sur la question, malheureusement tu ne m'as pas passé la main sur le Monténégro. La question du Monténégro pose un vrai problème pour la Commission européenne, peut-être pas pour Peter et ses services, mais pour d'autres services. Est-ce qu'on peut accepter qu'effectivement un certain nombre d'États qui soient membres de l'Union européenne ou partenaires de l'Union européenne en voie de devenir des membres se mettent sous le joug d'un partenaire qui est un prédateur, puisque la Chine en fait prête de l'argent, et quand on ne peut pas rembourser cet argent, elle saisit des biens, elle saisit des terres. C'est quelque chose qui devrait être porté par la Commission européenne à l'attention des États membres, en leur demandant d'éviter ce genre de pratique avec des partenaires qui sont effectivement de prime abord te permettent de te dépanner. C'est un sujet qui avait été porté par le président de la République française Macron à l'époque, où il avait dit lors de la crise financière, on a commis des erreurs et on a des pans entiers d'infrastructures stratégiques de l'Union européenne qui sont partis entre les mains d'États tiers. Donc c'est un vrai problème que pose le cas du Monténégro. On ne peut pas l'évacuer comme une question de politique étrangère banale, c'est un problème de fond. Si les partenaires et les États membres s'endettent auprès de la Chine, ça devient un vrai problème de survie et d'autonomie. Merci. Merci Christian. Peter va d'abord répondre à ta question sur l'Iran. Merci. Donc je dis, nous rejetons tous les efforts pour affaiblir ou détruire les efforts diplomatiques sur la pleine ou totale mise en œuvre des accords nucléaires avec l'Iran. C'est le choix des modes que nous avons décidé d'utiliser.
une chose très importante, comme je dis déjà en anglais, il faut clarifier toutes les circonstances de cet incident. Il n'y a pas une attribution officielle sur ce qui s'est passé. Nous avons vu les différentes interprétations et accusations, mais pour nous, toujours, ce qui est très important, c'est la vérification, avoir les faits. Et après, nous avons les faits, nous décidons la choix des mots et des actions. Donc, en ce moment, je pourrais seulement répéter que je dis en anglais que nous rejetons les efforts en tente pour affaiblir ou détruire les efforts diplomatiques sur les accords nucléaires et l'incident, les circonstances de cet incident doivent être clarifiées totalement, profondément et très, très vite. Merci. Je suis désolé, Christian, je n'avais pas vu que tu avais une question de suivi sur le Monténégro. Donc, on va essayer d'y répondre maintenant. Donc, la question que tu as porte sur le lien entre processus d'élargissement, finalement, et cette question des investissements chinois dans des pays candidats, et notamment le Monténégro. Je ne sais pas si, Peter, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, je pourrais seulement répéter en français que je dis déjà en anglais en répondant à Olivier que les pays partenaires sont libres de faire les choses sur l'établissement de son investissement et les relations économiques. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous? Donc, nous sommes toujours sur le sujet de l'accord nucléaire iranien. Jean, tu as une question sur ce sujet? Tu m'as entendu? Oui, non, je ne t'ai pas entendu, mais je t'entends maintenant. Excuse-moi, je dis, non, c'est sur un autre sujet, donc redonne-moi la parole après, s'il te plaît. D'accord. Mose. Mais Jean, je te demanderai de baisser ta main. Il y a beaucoup de collègues qui ont demandé la parole avant toi. Et donc, il faut que je leur donne une chance. Mose, you have the floor. Yes, thank you very much, Eric. I have also a small follow-up question to Peter about this accident in Natanz in Iran. And that is, how does EU in fact react against it or about it? Because it's also a matter of Iran's, let's say, increasing violations of its commitments to the nuclear deal in the middle of ongoing talks. So that's also, I suppose, a matter of concern. So does EU also, let's say, reject that the party to the deal, to ECPR, continues to violate it after they have started talks to return to it? Thank you, Mose. Indeed, I mean, we were never making any secret of our concerns regarding Iran's decisions, actions, or statements that are bringing Iran away from the full compliance with the commitments stemming from the JCPOA. But this is exactly the objective of the talks which are ongoing now very intensively over the last week, and they will continue this week, to try to solve all the outstanding issues, all the open issues about how to bring the JCPOA back on track through diplomatic means in the process of negotiations. So all questions, open questions, or even problems related to the Iranian nuclear program need to be addressed through these talks and through this process, which is currently ongoing in Vienna and will continue also this week. So this is what we are engaged in as the coordinator of the JCPOA, and this is what we are urging everyone to do. Stick to the process, don't undermine it, and continue using diplomatic means to solve the issue. Thank you very much. Are there other questions on foreign affairs for us today? Lukáš. Can you hear me? Yes, go ahead. Hi, can you hear me? I have a question on the eastern Ukraine. What do you know actually about current situation in that region? Should we expect an escalation on conflict between Russia and Ukraine in the next days? And I would like to know whether are you in contact with Moscow and Kyiv, and also European Union capitals on that matter? Should we expect any meetings on the European level in the next days? Thank you. Peter. Thank you, Lukáš.
Well, hopefully there will not be escalation. Hopefully there will not be conflict. This would be really, really unacceptable. And all the current contacts and diplomatic efforts which are ongoing are actually aimed at preventing this. Now, you know that, or you might know, but Ukraine will be one of the points on the agenda of the forthcoming meeting of the foreign ministers of the FAC, which will take place via video conference. And the European Union, its member states and the institutions, we are following very closely and with severe concern the worsening of the security situation in the eastern Ukraine and Russian troops movements close to the Ukrainian border and also in the illegally annexed Crimea. And the EU has called several times through the High Representative, but also through the individual leaders of the EU member states for calm, for the escalation. And we stress that the full implementation of the Minsk agreements is the only way forward and guarantee for the political and peaceful solution to the conflict in the eastern Ukraine. And we are welcoming in this context the efforts and important steps Ukraine under President Zelensky is doing in this regard. And we are calling upon Russian authorities to refrain from any steps that would lead to further tensions and to step up the efforts on the side of Russia to implement Minsk agreement. So the contacts are ongoing on various levels between various actors, between the member states, institutions. This is discussed and followed very closely internally by the EU, and it will be peaking basically in the discussion of the foreign ministers next Monday. Thank you very much. This closes the chapter on foreign relations, and we go back, unless, David, you have a question on foreign relations? No. Okay, then we go back to Ella, who had a question on vaccines right at the beginning of this midday briefing. Ella, you have the floor. Hi there, can you hear me okay? Yeah, go ahead. Great, thanks. Okay, mixed reviews on the microphone. This headset sometimes. So Belgium has confirmed that it's had its first deliveries of Johnson & Johnson vaccines today. Are you aware, or can you confirm of other vaccine deliveries from Johnson & Johnson to other EU countries? Yeah, thanks. Thank you. A question for Peter. Oh, sorry, for Stefan. Apologies. Stefan. Hello. The audio was not very clear for me, but I think the question was, where do we stand with the deliveries for the Johnson & Johnson? Is that the question? Whether we could confirm that Belgium had received its first delivery of Johnson & Johnson, and whether other EU countries had received Johnson & Johnson vaccines. But, go ahead. Okay. Thank you. What we can say regarding the Johnson & Johnson deliveries is that they are indeed on track as agreed, and that indeed the first doses are leaving the warehouses for the member states today. So deliveries are on track as was agreed with the company. Thank you. Yeah, Ella, I think in general on issues of deliveries to individual countries, you really need to talk to the countries concerned, because as you know, it is the countries who fix the precise delivery schedule with the companies with whom we have signed advanced purchasing agreements. So we do not necessarily centralize this information and communicate on it publicly. It's up to the member states to do that. So we have now opened the floor on issues related to vaccines. So are there other questions on this issue? Please only keep your hand raised if your question is on vaccines. Laura. Pfizer and Johnson & Johnson promised early deliveries of their doses, but on the other hand, AstraZeneca halted their contracted deliveries for this week. I wanted to ask if it's possible for the Commission to renegotiate a cut-down contract with AstraZeneca at this point. Thank you. Thank you. Stefan. Thank you very much. Well, you know that there are issues with the production and the delivery of vaccines by the company AstraZeneca. You're aware of this. This is one of the reasons why we have indeed launched or sent a letter to launch the dispute resolution with the company. We have been in contact with the company for a long time. We continue to be in contact with the company to discuss issues to
cover to make sure that timely deliveries take place of a sufficient number of doses. And this is what our work and our action is now focused on, to make sure that we have delivery of doses. That's the focus of our work. Thank you. Thank you very much. Tommaso. Yes, hi, thank you for the floor. I still have a question on AstraZeneca. So the Commission on March the 19th sent a letter to the company to complain the delays and to start a dispute resolution mechanism, as Stefan just mentioned. Did you receive any official reply from AstraZeneca? And if yes, can you share the content with us? If no, what are the consequences of such indifference towards the EU legal action? And also another question on vaccines, if I may. The Bulgarian Prime Minister Borisov yesterday said that contracts between the EU and Pfizer are being signed for 900 million vaccines at the price of €19.50 for each dose. Now, I know you cannot comment on the price, but would you at least confirm the amount of doses booked for the next 2 years? Thank you. Thank you. Stefan, on both points. Thank you very much. Indeed, on the 19th of March, we launched this dispute resolution process, following approval, by the way, by the member states, because as you know, our joint strategy, EU vaccine strategy, is a joint strategy, also when not only when it comes with regard to negotiation of contracts, but also when it comes to the implementation of the contracts. The Commission and the Member States, as you know, were particularly concerned about the insufficient deliveries of doses, which was not in line with commitments in the contract, in the advanced purchase agreement. The Commission and the company have indeed met, and the Commission still expects the company to clarify a number of outstanding issues. That's, I think, what I can say with regard to the ongoing discussions between AstraZeneca and the Commission. With regard to your second question, you are absolutely right that we have never done that, and we're not going to break that rule in the press room. We do not talk about prices of potential contracts. We indeed do not do that. What I would like to do, however, is maybe draw your attention to the objectives which are behind this initiative that has been taken. As the European Union, we need obviously to be prepared for the next stages of the pandemic. That means that we have to be prepared for 2022 and later. We need to be particularly prepared for the challenges that are ahead of us, such as the fact that there is a need of a second booster. There is the fact that we need to be ready, of course, to deal with variants, current variants and future variants, and we need to be aware of the need of vaccinating at a certain time children and teenagers. And so a reflection started also in line with the work that's done in the context of the HERA incubator. Following this reflection, the need there, well, we identified a need of almost 2 billion doses that would be needed to tackle indeed these challenges. And on this basis, we launched a contract after discussion in the steering board and after having received, of course, the support of the member states to go ahead so that we're all better prepared to handle the challenges that are coming towards us as from 2022 and beyond. Thank you. Thank you very much. We continue on vaccines. Dave. Hello, Dave Keating from France 24 here. There were reports in the German media over the weekend expressing concern the recent hiccups in Johnson & Johnson delivery to the U.S. or in the U.S. might be made up with from facilities in the European Union. So I have just two questions on that. One is, I know you can't comment on the specific breakdown of types of vaccines, but can you give us the latest figures for how many vaccine doses have been exported from the EU to the US, preferably since December, instead of since 31st January, the start of the transparency mechanism? Second question, given that, as far as I'm aware, Johnson & Johnson is backloading its delivery for the second quarter to the end of the quarter, does the Commission believe that this would give justification to a country such as the Netherlands to block a shipment of Johnson & Johnson from the Netherlands to the United States? Thank you. On your second question, I can already tell you that we will not have comments on hypotheticals
on situations that might arise or might not arise. You know that we have a mechanism in place that includes a certain number of criteria which are looked at as a whole before a member state proposes a decision to the Commission, who then confirms or rejects that decision. But I give the floor to Miriam on your first question. Thank you. Indeed, as you said, we do not comment on individual transactions, but we can confirm that the US has received around 1 million doses from the European Union under the export authorization mechanism. So we don't have the details of how many doses were exported before. We would also wish to reiterate that this mechanism is not an export ban. It's about having transparency on vaccine production and deliveries, and also about supply chains. So we must be very mindful of the fact that supply chains with the major vaccine producers are closely interconnected, and we should avoid as much as possible disrupting these supply chains. Thank you. We continue with questions on vaccines. James. Hi, good morning, Eric. Two very quick questions, if I may. On the Borisov comments about the contracts for 2022 and 2023, I mean, without going into specifics on the exact price, the Bulgarian Prime Minister said that the Commission has agreed to pay more than on previous contracts for the Pfizer vaccine. Can you confirm that is the case? And my second question relates to the status on the UK-EU discussions over the Helix plant. Have there been any sort of developments in those discussions, because negotiations seem to be becalmed at the moment? Thank you. Thank you. On your first question, no, we will not make any comment. Let me just point out that you would be well advised to be careful in comparing contracts which are not necessarily of the same nature, or won't be necessarily of the same nature. The first contract that you're referring to, like all the other contracts that we signed, in fact, they're not called contracts, they're called advanced purchasing agreements. They were agreements in which the Commission, on behalf of the EU, invested money into the companies in order to help them develop the vaccines. Now, subsequent contracts would be of a different nature, so you cannot really compare like with like. On your second question, I'm not quite sure whether there is anything that we can say. I turn to Stefan. No, indeed. I don't think from my side there is anything that I could add to this, Eric. Thanks. Angela. Yes, thank you. Hope you can. Okay. My question is on what Anthony Fauci said yesterday on the Italian state TV. He said that the surplus of vaccines from the United States of America won't be exported to Europe because they are evaluating the possibility to export it, once they will have it, to poorer countries. As the EU was counting a lot on the transatlantic collaboration as a strategic collaboration to have vaccines, I was wondering if you have a plan B. Thank you. Thank you very much. We don't have only a plan B. We actually have a contract with AstraZeneca, which implies that they have factories that produce vaccines for Europe, and that is what we are counting on. Now, if AstraZeneca finds other solutions in order to supply the foreseen doses of vaccines to the European Union, it's a positive, but our plan is to make sure that the company delivers the doses based on what we have in our advanced purchasing agreement. Quentin. Oui, bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Absolument, vas-y. Absolument, vas-y. Super. Let me just ask in English, it might be easier. It's just a follow-up on what James questioned on the negotiation with the UK.
Are they still meeting? Is Mrs. Rizzo still talking to the? I hope we didn't cut you off. If we did, it wasn't our intention. You're Yeah, back on. sorry, You're back on. I was cut off. Sorry for that. Okay, so will it be possible still to know if Mrs. Rizzo is still meeting or virtually or whether in London British counterparts to discuss on the vaccines, and what are the sticking issues on that? Thanks. I'm not quite sure why you're referring to a specific member of the President's cabinet as being in charge of the negotiations with the United Kingdom. I certainly cannot confirm that information. And no, I have no specific updates to provide you with on the discussions with the United Kingdom at this stage. Naomi. Hi, thanks for taking my question. It's about Johnson & Johnson. So there's reports that the deliveries have begun to EU countries. Can you give us any information about the quantity, where, the timing, that kind of thing? And then I have another question, which is about the protocol in Northern Ireland. Thank you. Thank you. When you say the word protocol now, I have to think before. I'm not sure what subject we're talking about. On your question on Johnson & Johnson, we don't provide specific figures on delivery schedules for individual companies. But let me give the floor to Stéphane, just in case he wants to add something. No, that's absolutely correct. I already said that the start of the deliveries is expected to take place in line with what was agreed. That's one thing. And the second, I also draw your attention to the figure of 55 million of doses, which are expected to be delivered by Johnson & Johnson in the context of the second quarter. Don't forget also that the Johnson & Johnson vaccine is a one-dose vaccine. So this would allow to vaccinate 55 million people. Thank you. Thank you very much. Alors, Rafaela, is your question on vaccines before we move to Alain's question? If it's on vaccines, you have the floor. If not, and you seem to have unraised your hand, okay. So we close the vaccine issue, and I give the floor to Alain. Oui, merci Eric. Mais ma question a un peu à voir quand même avec les vaccins. Il y a de plus en plus de voix d'épidémiologues et autres experts sanitaires qui s'alarment de la situation au Brésil, avec notamment l'émergence de beaucoup de variants, un grand nombre de variants, et certains qui semblent extrêmement résistants aux vaccins actuels. Il y a aussi de l'inquiétude sur les risques que ce variant arrive en Europe par les voyages, donc en avion. Plusieurs personnes mettent en garde contre le fait qu'il n'y a pas assez de contrôle à l'arrivée sur les vols en provenance du Brésil. Je voudrais savoir si tout ceci préoccupe la Commission européenne, peut-être Madame Kyriakides, et savoir si dans ce cas vous prévoyez quelque chose, puisque alors que l'Europe commence à sortir la tête de l'eau, ce serait quand même dommage qu'elle replonge pour une histoire de variants mal contrôlés. Merci. Alors, je vais d'abord passer la parole à Stéphane, et éventuellement, puisqu'il s'agit d'une question de voyage en provenance de l'étranger, à Adalbert. Mais Stéphane en premier. Merci beaucoup. Je pense que le sujet des variantes est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle la Commission a établi la Task Force, qui permet justement de réfléchir à trouver de bons moyens pour mieux adresser les variantes, où qu'elles soient dans le monde. Donc c'est un élément extrêmement important. C'est aussi évidemment l'émergence de variantes est quelque chose qui est évidemment aussi suivi de près par nos collègues de l'ECDC et de l'EMA, pour assurer qu'on soit bien préparé et
pour assurer une bonne approche, je dirais, solide et scientifique, pour être bien préparé à gérer l'émergence de ces possibles variantes. Et je dirais enfin l'attention sur ce que je viens de dire il y a quelques instants, que cette réflexion dans le cadre du Task Force, dans le cadre de HERA Incubator, dans lequel on réfléchit justement à mieux gérer les variantes, doit être vue en connexion, je dirais, en relation avec notre idée d'être bien préparé en 2022 et 2023, ce qui nous a amené à lancer la procédure pour conclure un contrat pour lequel nous voyons un besoin de 2 milliards de doses, justement pour mieux, entre autres, adresser les demandes les risques liés à l'émergence des variantes. Donc c'est certainement un élément crucial qui est suivi par la Commission, par plusieurs services, plusieurs agences, plusieurs commissaires. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Adelbert pour des éléments complémentaires éventuels. Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler que la Commission a proposé le 25 janvier des mesures plus strictes que celles qui avaient été en vigueur auparavant concernant les voyages à destination de l'Union européenne, précisément à cause de l'émergence des variants du virus. Ces mesures ont été adoptées par le Conseil le 2 février. Donc la recommandation du Conseil concernant la restriction concernant les voyages à destination de l'Union européenne, qui est en vigueur actuellement, prend en compte justement l'émergence de différents variants du virus. Et cette recommandation préconise des mesures spécifiques concernant les voyages essentiels, donc les voyages qui continuent à être autorisés en provenance de régions du monde où des variants sont en circulation. Et ces mesures concernent notamment la quarantaine obligatoire ou des tests obligatoires pour les personnes qui voyagent. C'est ensuite aux États membres de mettre en place des mesures qui permettent la mise en œuvre intégrale de ces recommandations, et la Commission ne fait qu'encourager les États membres à le faire et ensuite suivre la mise en œuvre par les États. Merci beaucoup. Alors, Alain, tu as une question de follow-up. Oui, juste pour vous deux, une chacun. Tu dis donc qu'il y a une recommandation aux États membres, mais justement, le problème semble être que les États membres ne suivent pas franchement comme il faudrait ces recommandations. Donc, est-ce que vous avez les moyens de faire quelque chose à ce niveau? Et concernant l'aspect purement sanitaire, j'entends donc la préoccupation et qu'il faut se préparer, mais moi, ce que je comprends avec mes maigres moyens de la situation, c'est que il faut se préparer à quelque chose qui est en train de se passer visiblement, c'est-à-dire l'arrivée sur le continent européen de variants susceptibles de résister et de bien résister au vaccin. Donc, préparez-vous, préparons-nous, mais est-ce que le moment n'est pas venu de passer à une vitesse supérieure? Merci. Merci. Stéphane. Merci beaucoup. Bon, d'abord, ce qui est toujours très important, c'est que nous suivons une approche scientifique, et c'est très important que nos agences ECDC et EMA font le monitoring nécessaire pour bien suivre la situation. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, je pense que dans ma réponse, j'ai indiqué quelques éléments de réponse, quelques pistes qui sont suivies à ce stade-ci par la Commission pour justement être dans une bonne position de gérer cette situation. Le travail qui s'effectue dans le cadre de la Task Force, le travail dans le cadre du HERA Incubator, et puis par exemple le fait que nous comptons conclure un contrat qui nous permettra entre autres de mieux gérer l'apparition, l'arrivée de nouvelles variantes. Merci. Et sur ta deuxième question, Alain, ce sont des mesures de santé publique donc, qui dépendent vraiment des États membres. Alors je repasse à Raphaëla. Raphaëla, you have the floor. If you can connect. You have to change your mic source.
Yes. I tried to. I hope it works. Okay, wonderful. Thank you. Eric, 13 EU countries sent a letter to the Commission concerning the green certificates, the planned green certificates. And these countries, respectively the tourism ministers, call for 7 criteria, 7 targets these green certificates should meet and fulfill. So my question is, did you already study this letter? And what do you think about those 7 criteria? Are they in any way new to you, or do you already take them into account when trying to come forward with this green certificate? Thank you. Thank you, Rafaela. I'm sorry, I'm not at all aware of this letter, and I'm not sure I understood. Are these 30 countries from outside the European Union or 13 countries from within the European Union? Apologies, but it was not clear for me, just so that we can see if we can track it down. There are 13 EU countries. Okay. And they put forward 7 criteria concerning data protection, concerning that everyone has to be treated the same way, but 7 criteria. And I'm just wondering whether these criteria are new to you, or whether these criteria have already been taken into account when putting forward your proposal of a green certificate. Okay, thank you very much. Well, you know our proposal as well as us, so I would ask you perhaps also to go and check yourself whether you see that there is a correspondence between what we have put forward and what the member states are doing. But nevertheless, let's see if Christian can tell us something about this letter, whether we have received it already or not. Christian. Yes. You're on screen. Hi. You're on screen. Yes, hi. Thank you, Eric. And hello. Can you hear me? Because it's showing red. Okay, very good. Okay. Well, thank you, Rafaela, for the question. We've seen the press reports about this meeting and an announced letter. So far as I'm aware, we have not received this letter yet, so I'm not in a position to comment on its content. What I can say is that the digital green certificate is well on track on European level. You've seen that the Parliament had already decided for an urgent procedure on this, and also in the Council work is advancing well. And as far as I'm aware, there's another point on this actually this week. So this is where we stand. We have proposed it. We welcome that it's moving, that the process is moving well ahead at the European level. And of course, we will look at this letter once we receive it. Thank you, Christian. So let me go back to Jean. Jean, tu avais demandé la parole de nouveau. Ah, il semble que Jean se soit déconnecté. Mes collègues me signalent cependant que suite à ma déclaration sur le fait que la présidente était allée en Allemagne, il y aurait des commentaires dans les médias sociaux sur le fait, pour savoir si elle a respecté les règles belges ou pas. Bien entendu, la présidente se tient strictement aux règles belges, et vous savez comme moi que ces règles prévoient qu'il est possible de se rendre dans son pays d'origine pour rejoindre son conjoint, ce qui évidemment a été le cas en l'espèce. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour nous. Si, pardon, David, je ne voyais plus ta main. Je t'en prie. Oui, merci, Eric. C'est une espèce de follow-up à part je ne vais pas te demander s'il va faire le Passenger Locator Form, les 10 jours de quarantaine, les tests au jour 1, au jour 7, etc. Mais c'est une espèce de follow-up parce que, à ma connaissance, il y a plusieurs fonctionnaires européens qui sont rentrés dans leur pays d'origine, même s'il n'y avait pas, entre guillemets, de justification valable pour les autorités belges, y compris des fonctionnaires de la Commission. Et je voulais savoir s'il y avait un système de contrôle que vous avez mis en place ou simplement c'était des invitations à respecter les règles belges au personnel de la Commission. Merci. Merci David. La réponse est extrêmement simple. Nous ne sommes pas une autorité
policière. Ce n'est pas à nous de respecter si des résidents en Belgique respectent les lois nationales. Il revient, bien entendu, et c'est la prérogative des autorités belges de le faire. Voilà, merci. Voilà qui clôture notre rendez-vous de midi pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit et nous nous reverrons demain à la même heure. Merci.